L'Institut Iliade vous donne rendez-vous le 15 avril au cœur de Paris à la Maison de la Chimie pour son grand colloque annuel face au déclin anthropologique Vivre en européen. Pour plus d'informations et réservations, rendez-vous sur institut-iliade.com. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des femmes et des enfants. D'abord au programme, on va parler de la famille avec un syndicat qui vient d'être fondé par Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Et puis on restera sur cette même thématique pour faire un point sur l'actualité des parents et il y a des choses à dire, vous allez voir. Mais avant toute chose, je vous le rappelle, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour garantir son succès, de cliquer sur le pouce en l'air et de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. C'est bon pour l'algorithme de YouTube et j'essaye même de répondre à vos questions quand il y en a. Alors allez, c'est parti. Bonjour Ludovine de la Rochère. Bonjour Floriane. Alors vous êtes présidente de la Manif pour tous et vous étiez aussi la cofondatrice de ce mouvement, un mouvement qui fête ses 10 ans, ça y est. Pour commencer, je voudrais vous demander de faire un petit bilan de la Manif pour tous et de ses actions sur ces 10 dernières années. Alors, le bilan de la Manif pour tous est très riche, il est très inédit quand on y réfléchit bien. Je dis ça parce que, bien sûr, la Manif pour tous est connue pour ses immenses mobilisations et malheureusement pour n'avoir pas réussi à empêcher le vote de la loi Taubira, le mariage pour les personnes de même sexe, oui. Et la légalisation de la PMA sans père, la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Et donc... c'est douloureux, mais ce que je voudrais dire, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce bilan a aussi beaucoup de positifs, de très positifs, et j'allais dire même c'est inédit pour une organisation de défense du bien commun, pour faire court. Nous avons d'abord sur la gestation pour autrui, il n'y a plus eu une seule proposition de loi depuis 10 ans pour légaliser la GPA. Alors il y a une bagarre pied à pied, jour après jour, que nous menons contre la retranscription à l'état civil des actes de naissance des enfants nés de GPA. Pourquoi cette opposition à cette retranscription ? Parce que, premièrement, elle n'est absolument pas nécessaire pour les enfants concernés. Ils ont un acte de naissance et heureusement comme tous les enfants du monde, premièrement. Et deuxièmement, cette retranscription serait en fait une manière de nous imposer la reconnaissance de facto de la gestation pour autrui. Et c'est une lutte pied à pied contre ce qui serait une avancée de la GPA. Et il y a eu un coup d'arrêt qui a été donné dans le cadre de la loi de bioéthique 2021 à ces retranscriptions des actes de naissance. Par ailleurs, nous avons fait reculer François Hollande sur un certain nombre de projets, dont le projet de loi Bertinotti, le projet de loi famille, c'était son mot, famille au pluriel, et ce projet de loi a été retiré le lendemain d'une manifestation de 2014. François Hollande avait fini par renoncer à la PMA sans père, tout à fait officiellement à cause de la Manif pour tous, mais aussi à la légalisation de l'euthanasie. Ensuite, le temps passant, évidemment, le combat est... Quand les progressistes échouent, le combat est toujours de plus en plus vif et de plus en plus difficile. Et au bout de 8 années, la PMA sans père a fini par être légalisée, en particulier par Emmanuel Macron, qui a notamment profité du contexte du Covid et qui a passé outre l'opposition du Sénat. Donc la PMA sans père a fini malheureusement par être légalisée, mais nous avons empêcher la légalisation de la PMA pour les personnes trans, la légalisation de la ROPA, la réception des ovocytes par la partenaire, qui est une antichambre de la GPA, pratiquée ou revendiquée par des couples de femmes. Nous avons empêché de cette manière-là un ensemble de mesures qui vont avec
ces pratiques de PMA sans père qui vont avec ce bidouillage de la filiation, qui vont avec cette marchandisation de l'humain et cette marchandisation donc de l'enfant. Alors sans rentrer dans tous les détails, c'est vrai qu'il y a donc des projets de loi phares qui sont très médiatisés, mais il faut bien comprendre que autour de ces projets de loi vont beaucoup d'autres mesures qui sont revendiquées et des mesures concrètes, importantes humainement et que nous avons empêché de passer. Et quand on regarde les revendications de l'inter-LGBT, donc qui étaient le mariage, la PMA, la GPA en 2013, mais aussi la pluriparentalité, la coparentalité et la pluriparentalité, eh bien, ce sont également des mesures qui ne sont pas passées et qu'ils n'osent même pas, elles sont revendiquées, mais ils n'osent pas non plus aller trop loin. Et on voit bien qu'il y a une opposition assez frontale. Ça c'est clair, et malgré tout l'agenda LGBT ne s'est pas du tout déroulé comme ils le souhaitaient. Et puis ils veulent aussi, vous le savez, la différenciation des sexes, puisqu'ils nient la réalité des sexes et de la différence homme-femme, la différence et la complémentarité entre l'homme et la femme. Eh bien, pour le moment, ils sont dans des tentatives, dans des avances à petits pas. Nous assistons non là à des mesures législatives, mais à une propagande, en revanche, qui cherche à imprégner la société et à transformer, déconstruire en fait la société en passant par la déconstruction de la famille. Voilà, donc il y a une opposition extrêmement forte, mais en face, nous tenons et nous ne lâchons pas. Exactement, c'est important de souligner que malgré l'avancée de l'agenda progressiste, il y a quand même des freins qui sont mis en place et dont la Manif pour tous en est un. D'ailleurs, vous allez vous transformer en syndicat, mais avant d'en parler, moi je voudrais rester un petit peu sur les 10 ans du mariage pour tous, puisqu'un documentaire vient de sortir sur ces 10 années et sur le bilan un peu de ces 10 années, qui a été présenté par Julien Belvert, qui est un chroniqueur de quotidien, qui travaille aussi avec cette filiale de TF1. Télérama a présenté le reportage en disant que c'était une piqûre de rappel bienvenue, et pourtant, il n'y a absolument aucun opposant à cette loi qui est interviewé et qui est présenté dans ce documentaire. Qu'est-ce que ça vous évoque finalement ? Alors ça, c'est tout simplement la manière et la méthode pour l'essentiel de procéder des progressistes. En 2012-2013, j'allais dire quasiment tous les médias mainstream, en particulier d'ailleurs le service public, n'ont pas cessé de valoriser, de mettre en avant et de faire passer la propagande des associations LGBT. Alors, ils étaient bien obligés de nous donner la parole, mais c'était de manière epsilonesque. Moi, je me suis retrouvée, tout comme Brigitte Bardot, quand elle était porte-parole, la plupart du temps seule sur des plateaux ou dans des studios, seule contre tous les invités, et y compris le ou la journaliste, qui était contre nous de manière... alors bien sûr, pour qu'existe le débat, il fallait bien avoir un opposant, mais c'est tout, pas plus. Et par ailleurs, notre opposition était traitée avec une dérision absolument terrible, et la dérision est quelque chose qui décrédibilise, qui casse, qui abîme le débat et qui empêche le véritable débat. Et donc, cette émission l'émission de ce journaliste de quotidien, elle est dans la droite ligne et la continuité de leur manière de procéder. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, sur les sujets que j'évoquais, de PMA pour les personnes trans, de gestation pour autrui, d'identité de genre, ce sera la même chose pour le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté. Il y a une espèce de rouleau compresseur qui se met en place et on en voit très bien les éléments. Avant que le puzzle ne s'assemble et soit visible, on en voit très bien tous les éléments. C'est les fameuses aires des ricanements, en effet. Alors revenons à votre syndicat, puisque la Manif pour tous se transforme et devient le syndicat de la famille. Pourquoi ce changement de nom ? Alors pour être d'abord plus explicite, c'est-à-dire que la Manif pour tous, depuis 10 ans, elle défend la famille. Quand on défend le mariage, la procréation, les filiations, les besoins de l'enfant, eh bien, en fait, on défend la famille. Et ce 10e anniversaire était l'occasion d'expliciter le fait que nous défendons la famille. Finalement, nous sommes le syndicat de la famille depuis des années. Nous le sommes devenus assez naturellement et de fait.
Et puis, donc, dire l'objectif, la famille, ça c'est vraiment important. La famille aujourd'hui, et c'est pas tout à fait nouveau, elle est victime d'une volonté de déconstruction et il faut l'assumer, la valoriser et c'est ce que nous voulions faire. Et puis, un syndicat défend. Un syndicat, il est explicite pour tout le monde, je pense, par ce mot, le fait qu'un syndicat défend, c'est-à-dire qu'il alerte, il mobilise, il fédère, il décrypte, il argumente, il revendique et éventuellement il manifeste. Et donc voilà, disons que ces deux termes de syndicat de la famille, je pense, disent très clairement nos objectifs et les moyens, en sachant, et nos moyens d'action, en sachant que la manif pour tous avait aussi pour inconvénient de faire penser que tout n'était que manif dans d'autres actions, ce qui est loin d'être le cas. On ne peut faire une manif que s'il y a un énorme travail qui précède, et il faut un très grand et gros travail complémentaire ou d'autres actions. Ça n'est pas forcément la manif qui est le bon mode d'action, tout dépend du contexte. Absolument. Alors comment est-ce que les Français peuvent vous rejoindre ou vous soutenir? Ça fonctionnera comme un réel syndicat? Alors absolument, il faut, le plus simple est d'aller sur le site internet officiel le syndicat de la famille.fr et nous appelons à devenir membre du syndicat. Bien sûr, plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et impactants. Donc c'est vraiment important de se syndiquer. Très bien, on mettra le lien juste en bas de cette vidéo dans le descriptif. Dans un monde où on fait de moins en moins d'enfants, où la famille est maltraitée, vous venez de le rappeler par bien des égards, quelles sont vos ambitions pour ce syndicat de la famille? Alors notre ambition, elle est, je le disais déjà, d'alerter de différentes manières sur ce qui est en cours, sur le risque. Parce qu'il y a ce que l'on voit de manière assez évidente, mais il y a aussi tout le temps, et ça n'est pas, je le disais tout à l'heure, les sujets un peu plus compliqués ne sont pas forcément médiatisés, il y a tout le temps, dans les déclarations, dans les projets de loi, dans les propositions de loi, il y a tout le temps d'autres mesures plus discrètes mais gravissimes qui sont introduites un peu partout. Et donc il est absolument nécessaire, la manif a toujours été un peu lanceur d'alerte, la manif pour tous, et donc le syndicat de la famille, à travers ce nom aussi, on exprime une expertise et une veille tout à fait spécifique qui nous permet d'alerter et de nous opposer bien entendu suivant différents modes d'action. Et puis il s'agit aussi pour nous de proposer, c'est-à-dire que la famille, nous en avons besoin. La famille, elle structure la personne, elle structure la société, elle est absolument nécessaire, elle est irremplaçable. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, ça ne veut pas dire qu'il faut l'idéaliser, elle est pleinement humaine et donc elle a aussi ses failles et ses difficultés, mais elle est nécessaire. On voit bien d'ailleurs dans tous les débats d'aujourd'hui, par exemple celui des retraites, pourquoi en sommes-nous là sur le financement des retraites? C'est que nous n'avons plus, comme vous le disiez, nous n'avons pas suffisamment d'enfants, nous ne mettons pas en valeur la famille, il n'y a aucune politique en faveur de la famille et j'allais dire la gauche, pour résumer, les gauches veulent déconstruire la famille et les droites n'ont pas d'idée, pas d'ambition, pas de proposition, pas de doctrine sur la famille. Et donc il y a un travail de proposition considérable à mener et je pense aussi qu'il faut absolument le mener de manière renouvelée. Je veux dire par là que la politique familiale telle qu'elle a été conçue en 1945, donc allocation familiale, quotient familial, c'est aujourd'hui largement insuffisant. C'est déjà bien, c'est nécessaire, mais c'est largement insuffisant. Or, j'évoquais les élus de droite, sauf exception, ils n'ont pas une seule idée qui aille au-delà de ces aspects. Ils ne font pas le lien entre les sujets anthropologiques, les sujets de société, les politiques publiques diverses et variées, alors que tout impacte la famille, malheureusement aujourd'hui généralement en négatif, et on pourrait au contraire travailler à avoir une ambition, une doctrine et des mesures qui aillent au contraire dans le sens qui convient pour la famille, par exemple pour faciliter l'éducation des enfants dont on sait qu'elle est plus difficile que jamais aujourd'hui. Absolument. Alors est-ce que vous avez des prochaines actions qui sont prévues que vous pouvez nous dévoiler en avant-première ? Alors, je ne peux pas tout à fait dévoiler, annoncer d'avance les actions que nous allons conduire, mais vous savez qu'il y a des débats qui se profilent
Malheureusement, il est possible qu'il y ait un projet de loi pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Et puis il y a aussi d'ailleurs la volonté de constitutionnaliser ce que certains appellent un droit à l'IVG. Et bien entendu, ces deux mesures, ces deux projets vont complètement à l'encontre de la famille. Et d'ailleurs, ces projets sont dans la droite ligne de ce qui se passe depuis des années. Et j'allais dire, si on se reporte à mai 68, l'un des slogans, c'était « Famille, je vous hais ». Et donc on voit bien qu'il y a les fondamentaux de la famille. Non seulement il n'y a plus de politique, il n'y a pas de politique en faveur de la famille, c'est-à-dire de la vie familiale, mais en plus les fondamentaux de la famille sont bouleversés, heurtés, attaqués, mesure après mesure. Alors jusqu'à présent, nous avons parfois freiné considérablement, mais avec ce syndicat de la famille, nous aimerions aller plus loin et parvenir à stopper, à mettre un terme à un certain nombre de projets. Mais ça nous prendra du temps. Absolument, ça c'est toujours des combats qui sont chronophages, de longue haleine. Mais nécessaires et de longue haleine. Ludovine de la Rochère, merci beaucoup pour cette présentation du syndicat de la famille. Je vous propose de rester avec nous parce que dans Les femmes et les enfants d'abord, c'est une émission avec des rubriques et donc on va passer à l'actualité des parents, chers téléspectateurs, pour revenir à ce qui s'est passé depuis le précédent numéro. Il y a pas mal de choses à voir. Restez avec nous, c'est tout de suite. Je vous propose de commencer avec le dernier couac du gouvernement, Ludovine de la Rochère. C'était l'interview de Marlène Schiappa dans Playboy. Qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Ouais, c'est-à-dire que c'est tout à fait du niveau de Marlène Schiappa. En soi, compte tenu de la personnalité et de la manière dont Marlène Schiappa communique, c'est pas tellement étonnant. Je rappelle qu'elle a publié tout au long de ses années politiques un nombre de livres absolument incalculables. On se demande qui ne sont ni lus ni achetés par quiconque, d'ailleurs. Et c'est pas étonnant, mais comment a-t-elle le temps d'assumer sa fonction politique si elle a le temps ? Bon. Et ces livres sont... c'est un peu... je vous dis, il n'y a pas de lecteur, c'est sans intérêt. Alors, après, pour revenir à Playboy, c'est du même niveau, finalement. Intellectuellement parlant. Elle s'est défendue en disant « mon corps, mon choix ». Après, mes interviews. Après, il y a le fait que c'est Playboy, et d'abord, c'est évidemment indigne d'une ministre, naturellement, mais d'autre part, ce qui est étonnant, mais là encore, c'est du Marlène Schiappa, c'est que Playboy est l'inverse du féminisme qu'elle prétend défendre, et elle ne cesse de dire que de parler de chosification de la femme, de réification de la femme, de sexualisation, etc. Et Playboy est l'archétype de cette manière de percevoir les femmes. Et donc, je pense que pour elle, c'est une manière de se faire remarquer, une manière de faire le buzz. Et à cet égard-là, d'une certaine manière, elle réussit. Mais c'est ce dont, c'est ce dont la France pâtit aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans la politique, encore moins dans la responsabilité, on est dans le coup de com'. Et en cela, elle est typique de la Macronie, où on n'est que dans la com' permanente, et derrière, c'est creux et c'est vide. Alors on continue avec les entretiens dans les magazines. Dans le magazine Tétu, cette fois-ci, c'est Olivier Dussopt qui donnait un entretien en signalant qu'il était favorable à une GPA encadrée et pas forcément gratuite. On fait glisser la fenêtre d'Overton finalement, là encore. Alors, à vrai dire, il y a des politiques, des différents ministres d'Emmanuel Macron, premier quinquennat et deuxième quinquennat, qui ont déclaré, et y compris des ministres chargés de l'égalité homme-femme, ce qui est quand même extraordinaire, se déclarant favorables à une GPA prétendument encadrée. Et évidemment, encadrer la GPA, c'est comme si on encadrait... comme si on pouvait imaginer d'encadrer l'exploitation des femmes, la chosification de l'enfant, la marchandisation de l'enfant. Encadrer la GPA, c'est ce qu'il y a de plus aberrant qui soit, puisque c'est une manière de dire « Ah ben la GPA, ça pose quand même un peu problème, il faut l'encadrer, mais néanmoins, il faut la légaliser ». Alors, je pense que Olivier Dussopt ne parle vraiment qu'en son nom. Bien sûr, je crois que c'était son coming out d'ailleurs, en prime dans cette interview. Oui, alors il a révélé ce que tout le monde savait déjà. Et tant qu'à faire, il commet un petit acte de revendication
LGBT, alors en sachant et en précisant que la GPA ont recours à la GPA des hommes seuls, des couples d'hommes, mais aussi des couples hommes-femmes. Néanmoins, la revendication est portée par des associations LGBT. C'est pour ça que je parle spécifiquement de son petit coup de pression pro-LGBT. C'est-à-dire que dans le cadre aussi rien n'est au hasard, il y a un contexte, de pouvoir un tout petit peu victimiser, puisqu'on connaît, c'est la grande méthode des progressistes, et puis plus largement des woke d'ailleurs, pouvoir un petit coup de victimisation, et un petit coup de sujet progressiste, c'est toujours bien, ça fait pas de mal pour atténuer ou tenter d'atténuer un tout petit peu les difficultés que connaît actuellement Olivier Dussopt et plus largement le gouvernement. Absolument. Je pense que ça ne va pas plus loin que cela, c'est toujours regrettable, évidemment, puisque c'est très grave de prétendre qu'on pourrait encadrer l'exploitation de la femme et l'achat d'enfants. Mais je pense que c'est un détournement. Ça ne signifie pas que sous ce quinquennat d'Emmanuel Macron, il y ait telle quelle une volonté de légalisation. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent bien que l'opposition est très forte, très déterminée. Et je le disais tout à l'heure, il y a plutôt eu au contraire un recul en 2021 inscrit dans la loi de bioéthique. C'était l'une des rares bonnes nouvelles de la loi prétendument bioéthique. 2 jours avant la journée de la femme, Elisabeth Borne nous annonçait donc le 6 mars dernier que les protections périodiques réutilisables seraient remboursées par la Sécurité sociale à partir de l'année prochaine pour les jeunes femmes de moins de 25 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? En fait, je suis consternée de voir que c'est plus l'État-providence, c'est l'État-nounou. C'est l'État-nounou qui vient prendre en charge les préservatifs pour les jeunes, de moins de 25 ans, etc. Les protections périodiques, comment s'appelle-t-il ? Emmanuel Macron a été parlé de l'endométriose, qui est de fait d'ailleurs une pathologie terrible. Je ne crois pas que ce soit du rôle d'un président de la République ou d'une première ministre d'aller sur des sujets qui sont des sujets très intimes. La sécurité sociale, c'est pour le risque maladie. Et donc qu'il y ait d'ailleurs une prise en charge particulière de l'endométriose, mais en fait c'est déjà le cas, ça c'est tout à fait positif. Mais encore une fois, l'assurance maladie, elle couvre le risque maladie, elle n'est pas là pour couvrir le quotidien, la vie quotidienne. Le cycle des femmes n'est pas une maladie par ailleurs. Exactement, le cycle des femmes n'est pas une maladie. Et il y a, pour les personnes en difficulté financière, il y a des aides sociales de l'État, il y a des allocations diverses et variées, il y a 10% des Français aujourd'hui qui vivent des aides de l'État. Et donc pour les femmes qui ont des difficultés à financer de tels achats, eh bien elles ont en fait déjà des aides. Après... il y a 2 autres aspects. On en vient à une assurance maladie qui donc finance les transitions sexuelles, les préservatifs, la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Il est possible qu'il y ait aussi un financement de l'euthanasie ou du suicide assisté. Il y a celui de l'IVG, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on utilise les moyens de l'État pour assurer des revendications sociétales, pour en faire des droits, dit-on, effectifs. Mais en fait, c'est un détournement de l'objectif et des moyens de l'État pour des motifs idéologiques. La vie privée des personnes, la sexualité des personnes, c'est à chacun d'en assumer les conséquences, d'en assumer les suites, et ce n'est pas aux Français, aux contribuables, de financer tout cela ou aux cotisants. J'ajoute qu'on oblige de cette manière-là tous les cotisants à financer des pratiques qu'un certain nombre réprouvent, contestent, et donc ça n'est pas du tout légitime. Pour revenir aux protections périodiques, en fait ça part d'un néo-féminisme que nous connaissons aujourd'hui, qui considère que la femme est une victime, qui considère qu'elle est victime de manière systématique d'inégalités. C'est très paradoxal parce que pour les néo-féministes, il faudrait que la femme soit un homme comme les autres. Et en même temps, elle ne cesse de revendiquer comme femme
une espèce de prise en charge particulière. Mais si l'on dit que, et je le crois, les femmes sont fortes, les femmes sont responsables, les femmes peuvent s'assumer, tout autant que les hommes, je ne vois pas pourquoi il y a des mesures spécifiquement qui sont mises en place pour elles. Oui. Mises en œuvre pour elles. Dans ce cas-là, les hommes aussi peuvent venir se plaindre de telle ou telle injustice, telle ou telle inégalité. La vie, elle est faite d'injustice et d'inégalité. Alors bien sûr, il faut pourvoir à un certain nombre, mais il y a des limites. Il y a un moment donné, on passe dans la démagogie, dans l'aberration et dans la démagogie. Et franchement, on est loin des problèmes essentiels et des missions que l'État doit assurer. Et d'ailleurs, finalement, ça lui permet de se détourner des missions fondamentales et qui sont attendues de la part de l'État et qu'il n'est plus capable d'assumer. Vous parliez de néo-féminisme. Je vous propose d'écouter ce petit propos que tenait Violaine de Philippis, qui est la porte-parole de Oser le féminisme. Elle déclarait le 4 mars dernier, elle faisait des déclarations à propos de meurtres de femmes qui avaient fait suite à 2 faits divers ayant causé leur mort. Eux, ils appellent ça le féminicide en novlangue. On écoute tout de suite. C'est notre culture judéo-chrétienne qui l'engendre. Depuis toujours en Europe, les féminicides ont existé. Malgré ce que tente de faire croire parfois l'extrême droite, ce n'est pas dû à l'immigration. C'est bien notre culture, nos valeurs, notre éducation, celle qu'on donne à nos enfants, qui, dans un continuum de violence, c'est-à-dire une sorte de progression qui va du sexisme ordinaire jusqu'au féminicide, crée ces drames. Alors, cette prise de parole est consternante à tous égards, mais d'abord consternante d'ignorance. Cette jeune femme a une méconnaissance visiblement complète, radicale, de ce qu'est de la pensée chrétienne. D'abord, dans la pensée chrétienne, hommes et femmes sont absolument égaux en termes de dignité, ils sont égaux face à Dieu. Et d'ailleurs, saint Paul dit même, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni maître ni esclave. Et il veut dire par là que nous sommes égaux devant Dieu. Et c'était une nouveauté, c'était une révolution à l'époque que de tenir de tels propos. Et d'ailleurs, le mariage chrétien, à la différence du mariage dans d'autres sociétés, est un mariage qui traite de manière égale l'homme et la femme. Alors certes, saint Paul dit aussi que la femme doit être soumise, mais il dit que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même, et en réalité, chacun est serviteur de l'autre, et c'est cela que signifie cette lettre de saint Paul. Quand elle parle donc des féminicides, c'est aussi un terme que je récuse. Ce n'est pas comme femme que des femmes sont victimes de leur conjoint, parce qu'il est vrai qu'il y a une difficulté qui n'est pas nouvelle et qui n'est pas liée au christianisme, bien au contraire. Il y a une difficulté qui est que des conjoints, plutôt du côté masculin donc, mais parfois c'est l'inverse, mais oui, ce sont plutôt des hommes qui maltraitent leurs femmes. Mais ce n'est pas parce qu'elle est femme, c'est parce qu'elle est leur conjoint, leur conjointe, et que ce sont des hommes qui ne se maîtrisent pas, qui ne se contrôlent pas, qui n'ont peut-être pas été éduqués à maîtriser leur force, leur puissance, et qui osent et qui se permettent de porter la main sur leur épouse. Mais c'est pas en tant que femme, c'est en tant que conjointe. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, il y a eu un couple de femmes. Par ailleurs, pour revenir au christianisme, justement, le christianisme, son message est qu'il faut aimer l'autre comme soi-même. Et donc, il va exactement à l'encontre de toute forme de violence à l'égard d'autrui. Il dit même qu'il faut faire passer l'autre avant soi. C'est véritablement un message de respect, d'altruisme, de charité en vérité. Et c'est ça le christianisme, c'est le plus essentiel du message du Christ. Et donc, cette pauvre personne, je la plains, elle est absolument ignorante. Le christianisme lui-même est porteur d'un message qui, au contraire, est celui de l'égalité, mais d'abord celui de l'amour, quoi qu'il arrive. Alors pour conclure cette chronique Ludovine de la Rochère, je vous propose d'écouter une petite sélection de ce que j'ai pu trouver en 2 semaines de veille sur des humoristes, notamment ciblés principalement la principale station du service public, mais il y a aussi l'équipe qui est là. Ce sont des traits d'humour finalement sur la famille. Je vous laisse écouter et ce sera la dernière réaction.
J'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, à la sociabilité, à l'obligation, Mais vous êtes sûr que c'est à que la ça? calcification des identités. Mon désir est clair, j'ai très envie d'avoir un chien. Mais le problème, c'est que mon mec n'est pas encore très motivé, il est pas contre, mais il a peur de l'engagement que ça représente. En revanche, il veut des gosses, voilà. Une flopée. Et moi, je lui dis, mais t'es conscient du fait qu'un gosse, c'est plus de taf et plus de merde à ramasser que 3 promenades par jour? Un chien déchire tes fauteuils, un enfant ton périnée. Aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Je vais donc faire une chronique éducative à l'attention de nos petits bouts de chou, de nos enfants chéris, de nos crognonieux. Des casse-couilles, les enfants, je les déteste. Ils sont sales, ils dorment jamais, ils articulent pas, on dirait moi. Paris 2024, venez vivre la magie des jeux avec toute la famille. Allez, salut Kevin. Bisous mon chéri, adieu. Bye bye. Ah ouais, on a dû vendre le petit, mais on s'est acheté 2 places pour le tir à l'arc, on est bien placé. Hein. Et puis les JO en France, c'est qu'une fois dans une vie. Bah oui, une fois dans une vie. Je l'aimais pas trop en plus, lui. D'abord, sur Geoffroy de Laganerie, c'est effectivement extrêmement étonnant, sauf erreur de ma part, c'est un jeune homme qui a eu une famille, qui a des frères et sœurs. On peut imaginer qu'il y a une blessure, une difficulté, parce qu'en effet, il est porteur d'une haine à l'égard de la famille qui est tout à fait stupéfiante. Alors, il y a un mélange de haine qui ressort, hein, et puis tout cela étant rattaché à une idéologie, puisqu'il évoque la catégorisation des identités. Il met des termes qui révèlent le fait que il y a une espèce de convergence entre visiblement un sentiment personnel et on a envie de lui dire il faudrait peut-être rencontrer un psy, il faudrait faire une analyse, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien sûr, c'est parfaitement idéologique et sauf erreur de ma part, il ressort que son mode de vie actuel confirme cette idée. Il dit un peu plus tard dans son interview que la famille empêche, il parle de libertarisme. Donc il est dans un individualisme total, exacerbé, et qui il dit finalement tout haut ce que beaucoup pensent tout bas du côté des progressistes. C'est-à-dire qu'il voit la famille, les progressistes, et c'était encore une fois, c'était un discours qu'on entendait déjà en 68. Dans la famille, il y a l'autorité des parents sur les enfants, en principe. Il y a, oui, éventuellement des injustices, les parents peuvent faire des erreurs. Il y a les autres qui peuvent vous gêner et justement qui vous imposent des limites. Il voit finalement tout en négatif, alors qu'à l'inverse, en vérité, la famille apprend à supporter, à accepter, à faire passer l'autre avant soi-même. Et c'est comme cela qu'on apprend à vivre avec l'autre, qu'on a besoin aussi de l'autre. Et ça apprend à vivre avec les autres et donc ensuite en société. Et visiblement, M. de Laganerie est gêné par les autres. Il parle de mettre en valeur l'ami, l'amitié. Et donc, en fait, lui, il voudrait choisir et il ne supporte pas ce qui est le donné de la vie. Alors, ce qui est problématique, c'est qu'on ne choisit pas non plus de venir au monde, par exemple. Or, il est dans le refus complet de tout ce qui est à donner, à savoir les parents, les frères et sœurs, le sexe. Mais il est complètement dans le sens actuel. Et évidemment, cela conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et on va jusqu'à nous dire que les enfants, c'est délétère pour la planète. Et on inverse l'importance, bien sûr, des priorités, puisque ce n'est pas l'homme pour la planète, mais la planète pour l'homme, en réalité. Et au cœur de l'environnement qu'ils prétendent défendre, il y a l'homme. Et c'est l'homme qui peut assumer la responsabilité de notre environnement. Mais en effet, il faut qu'il le fasse bien. Et donc il y a une espèce d'inversion et finalement une forme de haine de soi-même, une forme d'autodestruction. Et pour ma part, ce que je trouve extrêmement frappant, c'est que notre société d'aujourd'hui est en souffrance. Les violences se trouvent partout. La lutte des sexes, la lutte des uns contre les autres, et on voit les addictions se développer, on voit le suicide des enfants, qui est quelque chose qui est apparu il y a quelques années et qui augmente. On voit les difficultés psychosociales, on voit la solitude, on voit bien que notre société va mal. Et pour ma part, je pense que si la société va mal, c'est parce que la famille, c'est en particulier, pas seulement, mais c'est en particulier parce que la famille va mal. Et si je prends par exemple l'éducation nationale,
nationale, elle n'est plus en mesure d'instruire, puisqu'elle voit arriver des enfants qui, dans un certain nombre de cas, ne sont pas éduqués, ne sont pas prêts à être instruits, puisque déjà, ils ne peuvent pas vivre dans cette petite société qu'est l'école. Voilà, et donc Geoffroy de la Gannerie fait un constat qui est d'un égoïsme, parce qu'il faut mettre les mots, l'individualisme est un égoïsme mis en place et institutionnalisé. Ses propos sont dans le déni de ce qui est bon et souhaitable pour la société. Ils sont le révélateur d'un égoïsme incroyable et ils vont exactement à l'encontre de ce qui est souhaitable pour une société pacifiée et puis pour une société qui continue d'exister demain et qui ne soit pas dans l'autodestruction personnelle et collective. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère pour votre passage dans l'émission Les femmes et les enfants d'abord. Merci Floriane. On espère à très bientôt. Restez avec nous chers téléspectateurs parce que maintenant c'est l'heure de la chronique lecture. Bonjour à tous. Alors je voulais vous poser une question aux enfants puisque en tout cas, quelle est ta couleur préférée ? C'est la question à laquelle essaie de répondre Michel Pastoureau, le spécialiste incontesté des couleurs, mais qui les raconte souvent aux grandes personnes. Là, il les raconte aux enfants dans un album illustré par Rémi Saillard, qui est un illustrateur jeunesse reconnu. Donc, qu'est-ce qu'une couleur ? On ne sait pas très bien la définir, mais tous les enfants connaissent le rouge, le bleu, le vert, etc. On a donc 11 couleurs et elles vont être passées en revue dans cet album, qui est un beau format d'album. Chaque couleur, une par une, elle va d'abord se présenter à la première personne. Par exemple, le rouge va dire « Pendant longtemps, j'ai été le couleur du pouvoir et de la richesse, car les étoffes rouges coûtaient plus cher que les autres. Aujourd'hui, bien sûr, chacun s'habille comme il veut, mais moi, le rouge, je reste la couleur de la fête, de la joie et de l'amour. » Vous voyez, et chaque couleur va ensuite, après s'être présentée, être définie par quelques petites anecdotes. On peut être rouge comme une tomate, le rouge est au centre du drapeau japonais. Les pompiers, bien sûr, ont des voitures rouges. Quel enfant n'a pas suivi des yeux ce rouge éclatant des camions de pompiers ? Il remarque aussi que les terrains de sport, par exemple, eh bien, avec un maillot rouge, on a un peu d'avantage. Donc, vous voyez, portez plutôt un maillot rouge quand vous jouez au football, etc. Donc, chaque couleur va être présentée comme cela, avec des anecdotes passionnantes qui rappellent l'histoire des couleurs en Europe. C'est un peu le cadre de l'album. L'album en grand format plaira beaucoup aux enfants pour être raconté aussi dans les écoles. Et j'ai une petite anecdote aussi sur le rose. Je ne la connaissais pas. On appelle la couleur rose autrefois incarnat. Et quand on a obtenu un beau rose pour les fleurs, eh bien, la fleur elle-même, rosa rosa disaient les latins, eh bien, est devenue le nom de la couleur rose. Et on apprend aussi, à côté des fleurs roses, eh bien, que tous les petits cochons ne sont pas roses. Vous voyez, on a énormément d'anecdotes très joyeuses et c'est vraiment un livre sur les couleurs qui mettra de la couleur dans la vie des enfants. Bonne lecture. La fille du sultan est un roman historique assez court qui va pouvoir nourrir les appétits d'oiseaux de lecteurs, mais ceux qui aiment l'histoire et qui vont se plonger avec délice dans cette histoire vraie, romancée bien sûr par Marie Malcura. C'est l'histoire de la fille du sultan, le sultan du Caire, qui en 1134 retenait prisonniers 3 frères croisés, 3 frères venant du royaume de France, dans des geôles dans lesquelles il espérait bien les convertir à l'islam. Ayant tout tenté, il envoie sa dernière cartouche, la plus belle, c'est sa fille Ismérie, sa ravissante princesse, et il se dit qu'avec elle, les croisés ne vont pas résister longtemps à la conversion. Que va-t-il se passer dans cette geôle ? Ils vont discuter, ils vont s'écouter, je ne vous en dis pas plus, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que les fruits de ces discussions, de cette rencontre, eh bien, sont encore présents aujourd'hui à Notre-Dame de Liesse.
C'est un très très joli roman historique, bien ciselé, bien écrit, qui vraiment vous emmène et qui nous fait faire un saut dans le temps, dans les siècles. Très joli et très agréable à lire à haute voix aussi, ce que je vous suggère énormément avec vos jeunes lecteurs qui parfois ont du mal à entrer dans les livres. La vie est une promesse, tiens-la. Une belle citation de Mère Teresa illustrée avec des scouts qui font leurs promesses. Une illustration plus généralement de Claire S2C publiée sur Instagram pour le 33e jour du carême. Claire S2C, c'est une dessinatrice catholique que je vous invite à suivre, particulièrement pendant cette semaine sainte qui va se finir. Alors si le programme vous a plu, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo à votre famille par exemple, puisqu'on en a parlé tout au long de cette émission. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve dans un mois pour le prochain numéro des femmes et des enfants d'abord. D'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques en famille et je vous dis à très vite sur TVL.